probabilité critique. La statistique de test, elle, ce sera la même, elle dépend de l'énoncé. Ici, c'est une statistique de student parce que la loi Xn, enfin les XI, sont gaussiennes de variance inconnue. Et la réalisation, elle est comme ceci. Là, vous mettez bien la moyenne qui provient de l'hypothèse nulle, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est toujours sous H0. Hein. Dans un test, on est tout le temps en train de faire l'hypothèse que H0 est vrai. Donc, on est en train de faire l'hypothèse que M est égal à 56. Bref. On a ça, donc là, il fallait écrire ce que ça valait. Le Xn bar, c'était 55,08 moins 56. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? Les œufs, ils sont 56 ou pas? Bah, franchement, non. Hein. Les œufs, ils sont à 55. Hein. Bah, je te le dis. Hein. Ouais, ils ont l'air à 55 quand même. Hein. Après, peut-être c'est à 56. Ouais, je sais pas trop. On va voir. Alors, 2,68 divisé par 6. Alors ça, il faut le calculer. C'est environ égal à... Nous sommes maintenant équipés d'un petit tableur. Voilà, bravo. Alors, 55,08 moins 56 divisé par 2,68 et divisé par 6 moins 2,06. Voilà. Ok. Alors, la probabilité critique est alors, j'arrive. Donc, la probabilité critique, c'est ici, vous voyez, dans les tests, à chaque fois, vous avez que le fait que la moyenne en variable aléatoire est supérieure à sa réalisation, ou inférieure, ça c'était pour les unilatérales à droite et à gauche, et pour le bilatéral, c'est l'écart à la moyenne. Okay, c'est pareil, vous pouvez rajouter moins mu0 ici, c'est pareil. Là, on fait l'écart à droite et à gauche en même temps. Donc, une fois que vous normalisez ça, que vous divisez par sigma sur racine de n, au final, bah tiens, je l'ai mis là, pour bilatéral. Au final, à la fin, ce qui se passe, c'est tout simplement le fait que t est supérieur à t, à petit t, la probabilité que grand t est supérieur ou égal, pas supérieur strictement, mais c'est pareil, à petit t, en valeur absolue. Ok? Donc c'est vachement plus grand, hein, d'accord? Parce que d'habitude, quand c'est latéral, unilatéral, on ne fait qu'un côté. Là, on regarde les deux côtés, donc ça va être plus grand. Ok? Allez. Il faut chercher ça dans les tables, je reviens dans 1 minute.
Ok, alors, eh bien, égale ça, d'après les tables, avec, on est sympa, on explique que T, ça suivait une loi ST, 35. Voilà. Alors, la table, elle est où? Allez. Hop. ST35. Ah, tu sais pas, là? Ah oui, là, c'est pas pareil. Là. Ah, comment on fait, là? Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Mince. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas calculer la valeur de ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça, du coup, ça appartient. Alors, ça, c'est l'air dans la queue supérieure de la distribution. Donc, on voit que c'est avec t égale 2,03. Nous, on est 2,06. Donc, l'air là-haut va être plus petite. Donc, ça va être compris entre 0,02 et 0,05. Ouvert. Est-ce que ça, vous comprenez ou pas? Je vais expliquer. Car, alors, vous voyez, j'écris d'abord sur la feuille, mais je vous montre là sur la table en même temps. Là, ce qui se passe, c'est que on cherche la probabilité que t soit supérieur à 2,06. Est-ce que c'est plus grand ou pas que notre risque? Donc, ce que je vais faire, c'est essayer d'attraper une valeur approchée de ça. La table de la loi student, elle marche pas comme ça. La table de la loi student, ça te donne les Z ici qui correspondent au risque alpha. Donc, dans la table, voilà ce que la table dit. La table dit que la probabilité que t est supérieure à 2,03, c'est 0,025 et que t est supérieur à 2,438, c'est 0,01. Donc, la proba que t soit supérieur à 2,03, ça, tu fais x2, c'est 0,05. Et pareil, donc, la proba que t soit supérieur à 2,438, c'est égal à 0,02. Tu fais x2 là. Parce que là, ça n'avait que l'air dans la partie droite. Ok? Et quand tu fais la valeur absolue, tu as la partie droite et la partie gauche, qui est de la même taille, donc tu les multiplies par 2, ce qu'il y a ici. Maintenant, pourquoi est-ce que je prends ces deux chiffres? Je prends ces deux chiffres parce qu'ils encadrent 2,06. Donc là, ça dit bien que la probabilité que ça arrive, s'il y a ça, il y a au moins ça. D'accord? Si t en valeur absolue est plus grande que 2,4 et quelques, ben forcément t est plus grande que 2,06. Donc la probabilité de ça est plus grande. Bon, moi, je m'embête encore moins. De toute façon, regardez ce que je me dis, c'est encadré là-dedans, ça c'est sûr. Okay, parce que 2,06, il est entre ces deux-là. Il y a un encadrement ici. Bah, tu prends le plus petit, tu le mets en bas, et le plus grand, tu le mets en haut. Parce que l'intervalle écrit dans l'autre sens, c'est un peu bizarre. Donc de toute façon, tu sais que c'est ça. Maintenant, tu peux réfléchir pourquoi c'est ça. Mais là, être plus grand qu'à 2,06, bah, c'est moins fort que être plus grand que, enfin, c'est moins général qu'être plus grand que 2,03. Donc il y a plus de probabilité ici. Ça arrive plus souvent ici que là.
Puisqu'à chaque fois que là c'est vrai, et là c'est vrai. C'est comme ça. Donc on n'a pas. Ah, il va ouvrir rien du coup. Et voilà, c'est ça le problème. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai lu les chiffres comme ceci et comme ceci. Pour être plus grand que 2,03, c'est 0,025. Et pour être plus grand que 2,88, c'est 0,01. Pourquoi j'ai pris ces deux chiffres? Parce qu'ils encadrent 2,06. Une fois que j'ai pris ces deux chiffres, j'obtiens un encadrement pour la valeur absolue en multipliant par 2 les probabilités obtenues à droite. Une fois que j'ai ça, ça me dit automatiquement que la probabilité que t soit plus grand que 2,06 est comprise entre ces deux chiffres. Ok? Alors, est-ce que vous avez une question sur cette manipulation? Maintenant, il faut conclure. Alors, donc, la probabilité critique est inférieure à 0,05 et on rejette à 0 au risque d'erreur de 5%. Vous avez vu que là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez la liste des valeurs de l'œuf, là, vous voyez que, essentiellement, on tourne autour de 55 comme moyenne. D'ailleurs, le M qu'on avait calculé, la moyenne empirique, était 55,08. Ok? Donc avec 55,08, ça c'était les mesures des œufs. Là, la personne me dit ouais, mais je pense que c'est 56. Il prend pas, c'est pas énorme comme différence. On a vu pire avec, par exemple, les faiseurs de pluie. Sauf que la différence là, c'est le nombre. On a 36 mesures. La dernière fois, on en avait 7. 36, c'est vraiment beaucoup plus que 7. Hein. Donc, comme il y en a beaucoup plus que 7, ce qui se passe là, c'est que on a vraiment plus de précision. Donc, dès qu'on s'écarte un peu trop de la moyenne que l'on voit empiriquement, le test, il foire, quoi. D'accord? Ouais. Là, par exemple, on rejette à 0. Hein, que la personne qui me dit la masse des œufs, écoute, moi, je m'y connais bien en œufs quand même. La masse des œufs, c'est 56, je peux te le garantir, de mes poules. Là, je dis, écoute, non. Non, si je suis prêt à me tromper 5%, mais je te dis que non. Voilà. Mais dans 5% des cas, j'aurais tort. Après, le gars, il va dire, ouais, je pense que tu as tort. Je dis, ok, on va se la faire avec 0,01% ou 0,1%. Sauf que du coup, pour que tu continues, toi, à avoir raison, tu dois plus mesurer 36 œufs, tu vas mesurer 360 œufs, quoi. Voilà, si c'est pas plus. Et autant, du coup, tu n'auras pas la même moyenne. Du coup, tu vas pas tomber sur 55, autant il se trouve que tu vas tomber sur 56, et bam, c'est lui qui a raison. Parce qu'en fait, il se trouve que les 36 œufs que tu avais mesurés, ben, c'était pas très représentatif. Ils étaient tous de la même poule, qui était plus petite, je sais pas comment ça marche les poules. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Yo, Marine, ça c'est la question que je disais, donc ça c'est le truc un peu classique. Non, voilà. Alors, pourquoi je dis non? L'intervalle de confiance, il suffit juste alors c'est un peu différent. L'intervalle de confiance dit, alors c'est un peu lié, mais si tu veux, je préfère dire que non. L'intervalle de confiance, ça dit juste que tu donnes une estimation de la moyenne
avec une certaine confiance. Voilà. Et donc, à la limite, là, tu peux répondre à la question 56 est significativement plus élevé que la moyenne attendue. D'accord. Voilà. La moyenne attendue, c'est quelque chose qui est entre 54,17 et 55,99 pour le lycée, 95%. Le test, c'est différent. Parce que le test, ça dépend s'il est bilatéral. Déjà, hein, là, on aurait fait un test unilatéral qu'on n'aurait peut-être pas rejeté à Giro. Okay. Il faudrait essayer, mais c'est possible qu'on ne rejette pas à Giro avec un test unilatéral. Oh, j'ai une bêtise. Non, c'était sûr qu'on le rejette. Non, si tu rejettes un bilatéral, tu rejettes forcément un unilatéral. Je pense. Bref. Donc, il y a forcément un lien, hein, quelque part, mais c'est vraiment différent. Parce que dans l'intervalle de confiance, tu mets mu ici, alors que là, tu donnes une valeur à mu. Alors voilà, en tout cas, nous, on se donc, dissociez bien pour vous. Après, si vous voulez creuser plus loin, il y a de quoi faire. Mais dans l'application stricte de cette UE, je préfère qu'on dissocie complètement les intervalles de confiance et les tests. Pour plus de clarté. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu vois, à 98%, est-ce que ça. Tu vois, à 98%, 56, il est dans l'intervalle de confiance. Est-ce que ça passe? Peut-être ça passe. À 98%, oui, ça passe, parce qu'on est au-dessus de 0,02. C'est ça. Là, il se trouve que ça passe. On n'aurait pas rejeté à 98%. Donc ça peut vous donner un indice. Maintenant, ça n'est absolument pas une preuve du tout. Hein, d'accord. On est bien clair là-dessus, hein, j'espère, tout le monde. J'ai déjà vu un CC, c'est zéro, hein, vraiment, hein, ok. Je pourrais pas mettre la moitié des points, quoi. Hein, si on vous demande de faire un test et que vous répondez que le test est négatif parce qu'on n'est pas à l'intervalle de confiance, c'est zéro. Hein. C'est pas ça faire un test, quoi. D'accord. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Allez, exercice 5. Un appareil de télécommunication reçoit un signal stocké à chaque petite unité de temps dans une suite de variables xn. Cet appareil doit détecter un signal effectif en le différenciant d'un bruit. On suppose que le bruit est une suite de variables indépendantes de loi normale nulle et de variance 1. Pour un signal, la moyenne n'est pas nulle. Aujourd'hui, on a observé une suite de 40 variables. Alors le x1, là, il ne marche pas, il faudrait qu'il soit... Le 1 devrait être en indice. Hein. J'ai fait une erreur, là. C'est x indice 1 jusqu'à x indice 40. Supposée indépendante de variance 1. La moyenne empirique vaut 0,6. S'agit-il d'un bruit? Construire un test pour répondre à cette question. Je pense qu'on peut se laisser 15 minutes pour faire l'exercice en entier. Proprement. Et c'est parti.
Alors, quelqu'un a quelque chose? Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Est-ce qu'on m'entend déjà? Ouais, ok, c'est bon. Alors, parce que tout à l'heure, quand je parlais, faites-moi signe quand je reviens d'une pause, je sais pas quoi. Mais... Ah, ok, merci. Alors, quelqu'un a quelque chose ou vous voulez chercher plus longtemps? Bon, on peut chercher un peu plus longtemps si vous voulez, hein, mais de toute façon, hein, moi, le timing, je le mets un peu à la louche, quoi, mais 15 minutes, quand même, ça me paraissait pas mal, là. Ouais, c'est ça. Et surtout, mais ça, à la limite, c'est plus tard, hein. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le test qu'on considère. Le test de mettez l'hypothèse nulle à 0, qui est quoi? Alors, construire un test pour répondre à cette question. S'agit-il d'un bruit? Alors, c'est quoi? Que dire si c'est un bruit? Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, si c'est un bruit, la loi normale est nulle. Donc, c'est ça. Mu égale à 0. Contre H1 qui est M différent de 0, en effet. Il n'y a pas de latéralité. Donc, moi, j'ai mis mu, donc je reste sur mu. Je ne sais pas s'il y avait un M dans l'énoncé. Bon, c'est bon, je peux rester sur mu. Ok. Alors, très bien. Ok, c'est ça. Donc, après, on sort la statistique de test. Quelqu'un veut me partager une feuille ou pas? Non? Bon. Donc, on a la statistique de test. Là, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les XI suivent des lois normales, non? On suppose que le bruit est normal. Point d'observer. Ah non, c'est rien. Pour des XI. Là, les XI ont une loi inconnue. Mais de variance connue. Ça, quelqu'un avait identifié ça comme ça, ou tout le monde est parti sur la loi normale? C'est pas très grave, hein. Vous allez voir la différence subtile. On suppose mu égale à 0, oui. Alors là, on suppose mu égale à 0, Amandine, tout à fait. Mais là, pour l'instant, je parle de la typicité des XI. Dans l'énoncé, ce que vous vous demandez, c'est est-ce que la loi déjà est connue? Et là, alors c'est un peu salaud, entre guillemets. Comment c'est fait? Parce qu'on vous dit que le bruit est une loi normale, mais que pour un signal, on ne sait pas en fait, il ne dit pas.
C'est mal fait en fait. Il faudrait que je le reprenne ça. Non, ça change rien. Ça change rien du tout. Ça change juste la rédaction. Voilà, c'est ça. Ça change juste la rédaction. L'énoncé est piège, hein, ce ne sera pas le cas d'un CC ou un CT, il faudrait que je le reprenne pour l'an prochain. Parce que c'est pas clair. On dirait quand même qu'ils disent que c'est une normale, en fait ça l'est pas. Bon, j'explique la différence. On est dans tous les cas dans cette case-là, ou cette case-là, qui est une case où on a la variance. Ok? Ici, on sait de plus que la loi est normale. Ici, on ne sait pas que la loi est normale. La différence qu'il y a, la statistique de test, c'est exactement la même. Xn bar moins mu 0 sur sigma sur racine de n. Et ici aussi, c'est exactement la même. Ok? Là-haut, c'est exactement n01. Et en bas, c'est approché par n01. La seule différence est là. Même regardez là, les statistiques dans le calcul bilatéral, c'est exactement le même. Ça, c'est normal d'ailleurs. La seule différence, c'est qu'ici, on a une égalité. Ça suit exactement une loi normale 0,1. Là, c'est approché par le TCM. Voilà. Exactement ce que disait R1. Donc, T, c'est Xn bar moins 0 sur sigma sur racine de n avec n égale c'était 40, n égale 40, sigma c'est 1, voilà, et t est approché, et là vous me direz ça, si jamais c'est comme ça, est approché par le théorème central limite par n01. On a la réalisation de t, qui est t égale xn bar moins 0 sur 1 sur racine de 40. Xn bar c'est 0,6, donc ça fait 0,6 fois racine de 40. Qu'est-ce que ça fait ça? Alors, 0,6 fois SQRT de 40, 3,79. Ok, merci. Donc ça fait 3,79. Et la probabilité, c'est probabilité, ça y est, je l'ai fou, probabilité critique. Et la probabilité que on a un test qui est bilatéral, donc c'est la valeur absolue de t est strictement plus grande que la valeur absolue de petit t. D'accord? C'est donc égal à la proba que t soit strictement plus grand que t. Là, on va dans la table. Cette fois-ci, on est sur la loi N01. Et voilà. Alors, la proba que t soit comme ceci. Alors, il faut le ramener avec un truc inférieur. Alors, on va pas s'embêter. Hein. Ça sert à rien de fanfaronner. Essayez de faire les trucs de tête si on n'est pas suffisamment costaud, surtout si on est fatigué, comme c'est mon cas. C'est pas rentable. Parce qu'on fait une erreur une fois sur deux. Et puis à la fin, on n'a même pas une petite médaille pour dire bravo, tu as fait de tête. Ça sert à rien. S'il y avait une médaille encore, je dis pas, non, même pas. Alors, Z moins Z. Ce qu'on cherche ici, c'est la proba qui est là. Ah, mais vous ne voyez pas encore. Oh, pas. Ça, c'est quand même.
Voilà. Ce qu'on cherche ici, c'est la proba qui est à droite, plus à gauche. Voilà. Comment je la déduis de celle qui est là? Bon, ben, je vais dire que c'est 1 moins celle qui est là. Ok? Donc là, je suis en train, quand je fais ça, 1 moins celle-là, je suis en train de prendre le petit bout qui est là, sauf que je le veux 2 fois ce bout-là. Après ça, c'est à vous de choisir. Vous apprenez par cœur les trucs ou pas, ou alors vous réfléchissez comme ça. Moi, je suis pas un CC, et puis j'en passe pas cette année, d'accord? Donc, je m'amuse pas à apprendre ça par cœur. Je suis pas chercheur en statistique, ni payé pour faire des statistiques la journée. Donc, j'apprends pas des formules. Voilà. Maintenant, vous, ben, c'est pas pareil. Hein. Vous avez passé des CC, des CT, voilà. Alors, dans ici, mais 379, ce n'est pas dans la table. Oh. Bon, attends. On a fait une erreur ou quoi? Ah, c'est que c'est 1, quoi. Dans l'autre table, ok. Alors, merci R1, on va changer de fenêtre. Bah, d'abord, faut que j'ouvre l'autre table alors. Bon, ça, c'est la même. Ouais. Alors, j'arrive. Donc, merci R1. On va passer à cette table-là. Hop. Bon, autant dire que ça fait 0, hein, franchement. Alors, 3,79. C'est ça. Donc là, c'est la probabilité qu'on est plus petit. C'est la même chose. Comme ça, c'est bien, on fait un exemple. Ça montre que celle-ci est quand même un peu plus précise dans les hauts chiffres. Comme ça, vous savez où aller la chercher. 3,79. On est sur, là, en effet. Donc R1, c'était ça. 0,2 moins 2 fois 0,1, 2, 3, 4, 2. Et pour ce qu'on fait, ça va faire 1, quoi. Ça va faire 1. C'est égal à 2 moins 2 fois 0,1, 2, 3, 4, 2. Et donc ça fait 0,1, 2, 3, 1, 6. Ok. Alors, on rejette. On a PC égale 0,1, 2, 3, 1, 6. C'est costaud quand même, c'est vraiment petit. Alors, on passe. Qu'est-ce qu'on peut conclure selon vous?
Alors là, non, c'est l'inverse. Si... Voilà, c'est qu'on peut rejeter H0. Ce qu'on fait, c'est qu'on n'a qu'à prendre un truc inférieur à 0,0002, par exemple. Mais regardez, là, quand on a ça, on peut même faire les malins. Hein. On peut dire que c'est plus petit que 0,02 et on rejette H0 au risque d'erreur de combien? C'est ça l'intérêt de pouvoir calculer. Quand vous avez la loi normale 0,1, vous pouvez calculer explicitement ça. Là, vous pouvez maximiser votre risque d'erreur. C'est quoi le risque d'erreur Alors ça, c'est le taux de confiance, d'accord. Mais en effet, si là c'est 2%, c'est 0,02%. Donc c'est vraiment extrêmement petit, quoi. Ouais. Donc là, on est quand même quasi certain que ce n'est pas un bruit. On vient d'avoir un signal. Parce qu'on rejette H0 quand la probabilité critique est plus petite que l'erreur. C'est un nombre que j'ai pris au-dessus. Parce qu'en fait, on n'a pas de... Là, vous devez construire le test. D'accord? Donc, on nous a jamais dit le risque d'erreur c'est 5% ou le risque d'erreur c'est 1% ou quoi. Donc, tant qu'à faire, on regarde si c'est plus petit que 5%. Là, c'est clairement, c'est ce que disait Léa, on est en dessous de 0,05, largement. Donc, si vous voulez, on pourrait dire, hein, on rejette H0 au risque d'erreur de 5%. Ça marche, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on peut le dire aussi à 1%, à 0,1%. Et en fait, on regarde et on se dit, attends, mais en fait, si je veux faire un peu le mariole, je peux même descendre jusqu'à 0,02%. C'est costaud. Tu arrives, tu dis à quelqu'un, écoute, je viens de te faire un test statistique. Là, tes données, elles disent quand même qu'on a un signal, mais on se trompe 0,02% du temps, c'est-à-dire jamais, quoi. Tu vois. Ah ouais, mettez-vous dans la place, n'oubliez pas, hein, soyez pas trop matheux, hein, d'accord? C'est un défaut hein, à long terme. Donc il faut se mettre à la place de quand même la vraie vie, quoi. Donc si on fait un test, qu'est-ce qui est important dans le test? C'est le seuil d'erreur. Ah bah, si en CC, je te mets pas le risque d'erreur, tu peux mettre 5%, hein, bien sûr, si tu veux. Après, tu auras peut-être un peu moins de points que le mec qui dit bah, c'est 0,02%, parce que je vais quand même aussi valoriser le fait qu'on comprenne ce que l'on est en train de faire. Quoi. Ok. Pas juste la technicité mathématique. Mais par contre, c'est pas parce que tu mets 5% que tu auras que la moitié des points. Je veux dire, tu auras la grande majorité des points. C'est plutôt, faut voir, dans ce cas-là, arrive à sortir ça, et c'est juste, il y aura un petit bonus. Quoi. Voilà. Après, je sais pas si je ferai un truc de ce style-là ou pas. En gros, si vous construisez un test, vous êtes libre de choisir à la fois la latéralité et l'erreur, mais malheureusement, c'est sûr que c'est vrai que ces choix-là, à la fois la latéralité et l'erreur, ben, c'est un peu subjectif, quoi. Et ça fait partie du bon sens. C'est dans aucun cours mathématique, c'est dans aucun livre, quoi. Voilà. Donc là, ça correspond à dire, voilà, par exemple, là, la personne qui faisait un test unilatéral à droite, j'aurais pas bien compris pourquoi, quoi. D'accord? Et en même temps, le fait qu'on en fasse un bilatéral, en vrai, ça peut paraître bizarre à quelqu'un, je sais pas. Moi, ce que je veux dire, ça, c'est une part de subjectivité dans les statistiques qui fait partie de la note, quand même. Un petit peu. Alors, et encore moi, je fais vraiment les versions mathématiques, hein, parce que là, les exemples que vous avez, je les ai tous modifiés. Hein, parce que d'habitude, il y a un blabla incroyable dans les questions. Donc bon. En gros, la morale, après j'arrête, parce que je fais encore une redite, mais si t'arrives,
si tu vois que tu rejettes à 0 à 5% et que tu as accès à un chiffre meilleur, ben rejette-la avec une erreur minime, ça fait classe. Tu vois. C'est moi que tu veux voir, tu me dis je te rejette à 5% de machin, je dis ah, 5% quand même. Hein. Quand même, bon, ok, c'est petit, je suis d'accord, tu vas pas miser la maison sur un pari à 5%, mais bon, voilà, 0,02, je sais pas vous, mais là je commence à vraiment me calmer, hein, d'accord. 0,02%, voilà, je mise rien, hein, parce que je sais que je perds tout, hein, tout le temps. Hein. Bon. Alors, voilà, et pourtant il y en a qui jouent l'auto, hein. Et bon. Je peux te dire que c'est pire que ça. Un de mes très bons amis joue au loto tout le temps. Il faudrait qu'il vienne au CM. Mais bon. Alors, voilà. Monsieur, Ouais. est-ce qu'on a le temps éventuellement pour... Alors, je suis en présentiel d'habitude, Ouais. donc avec l'autre prof, Ouais. et j'ai échangé rapidement avec 2-3 élèves. On est un peu perdu parce qu'on n'a pas fait du tout pareil avec vous maintenant qu'avec lui la semaine dernière. D'accord. Il a fait quoi? Est-ce que je peux éventuellement vous envoyer déjà, j'ai pris une photo, c'est l'exercice, enfin c'est toujours la même méthode hein, pour l'hypothèse nulle ou non, pour HO. Est-ce que je peux vous envoyer un mini paragraphe Ouais. d'exercice parce que vous n'arrêtez pas de dire depuis tout à l'heure que ça exactement on a pas le droit de le faire et nous j'ai l'impression qu'on a fait que ça. Ouais, bah envoie que je regarde. Alors je fais ça, j'envoie. Merci. Est-ce que tu peux me le mettre à l'endroit, s'il te plaît? Ok. Je supprime ton poste de base. Pendant ce temps, les autres, on a fini l'exercice 5. Donc, commencez à travailler sur l'exercice 6. On utilise une nouvelle variété de pommes de terre dans une exploitation agricole. Le rendement de l'ancienne variété était de 41,5 tonnes de l'hectare. La nouvelle est cultivée sur 100 hectares avec un rendement moyen de 45 tonnes à l'hectare et un écart type de 11,25. Faut-il, au lieu de ce rendement, favoriser la culture de la nouvelle variété? C'est encore un test. Ok. Vous devez déterminer dans quelle case on se situe. Et voilà. Alors la liste, toujours rien pour l'instant. Hein. Je sais pas si c'est normal. Je reviens dans une minute. Ok.
Alors, Léa, je fais Laurent. Hypothèse d'estimule 0, loi réduite en 1, mais pas centrée. Donc ce qui fait, c'est une probabilité critique, non? Il fait qu'un intervalle... C'est pareil, ouais. C'est quoi là qui vous dérange? C'est pareil ou pas? C'est pas pareil ça? Probabilité que... Alors... Alors Alice, t'as pris... On va tester mu égale mu 0. Donc c'est avec mu, j'imagine, après que t'as fait les... Lui, il fait avec l'intervalle, j'imagine. C'est un peu différent, mais... Dans le CM, au début, il y a l'intervalle. Attends, je comprends mieux sur le truc de Léa, l'exercice 5. 0,6 moins mu. Ah non, ça c'est non, ça... Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il fait ça? 0,6 moins mu. Ah, il fait l'intervalle de... Qu'on appelle ça? Mince. C'est quoi le nom déjà? C'est au début du cours, là. Je vais sortir ça. Il fait une zone de rejet, il fait. Ouais, c'est ça. Il en a parlé comme ça? Zone de rejet ou pas? Non, c'est pas pareil. C'est lui, il fait une zone de rejet, il fait pas d'intervalle de confiance. Enfin, j'espère pas qu'il fait ça. Normalement, il fait une zone de rejet. La zone de rejet, vous trouvez ça, région de rejet et latéralité, c'est dans le... C'est dans la feuille 2, la page 2. C'est là. Région de rejet et latéralité. Donc, étant donné la SDR alpha fixée, souvent 5%, on définit une région de rejet, c'est-à-dire un sous-ensemble I qui a un intervalle, c'est ce qu'il fait, il cherche un intervalle I, tel qu'on rejette H0 si la statistique observée est dans I. Ouais. Donc là, ce qu'il fait lui,
c'est il détermine I à chaque fois dans votre exemple. Donc il commence par dire que la probabilité que la statistique soit... J'arrive pas à ouvrir les feuilles. Donc il regarde pour un risque à alpha. Si on prend le truc de Léa, l'exercice 5, il prend alpha égale 5%, par exemple. Et donc il va déterminer un écart pour mu qui va donner un endroit de rejet. Mais est-ce que c'est pas exactement l'intervalle de... Ça va être exactement l'intervalle de confiance, quoi. En faisant comme ça. Pour un test bilatéral, ça risque de correspondre à l'intervalle de confiance. Attention, un test unilatéral sera plus le cas, quoi. Moi, je veux pas que vous fassiez le test. C'est pédagogique, si tu veux. Le fait que je veuille pas qu'on fasse l'amalgame entre intervalle de confiance, donc zone de rejet, et probabilité critique. C'est pour ça que j'ai trouvé que dans l'enseignement des tests, c'était mieux de ne jamais parler de zone de rejet. Je sais pas si vous avez fait attention, je n'ai jamais parlé. J'en ai parlé que en CM, au début, et après, je l'ai jamais utilisé. Après, moi, je n'utilise que la probabilité critique, parce que je trouve que ça parle mieux, et que ça évite de s'embrouiller entre les deux. Maintenant, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il résout les tests avec l'aspect région de rejet, ici. La région de rejet, quand c'est bilatéral, je pense que c'est équivalent, parce que vu les calculs qu'il fait, on peut démontrer que ce qu'il fait, c'est un intervalle de confiance, je pense. Ok. Donc, moi, je vous conseille, après, c'est vous qui voyez, mais moi, ce que je fais, c'est très algorithmique. Hein. C'est comme ça que j'aime bien les maths. Bon, je fais tout le temps pareil. Quoi. Bon. Après, vous voyez, hein, ce qu'il fait, c'est juste, attention, hein. C'est pas faux. Hein. Faut voir ce qui vous parle le plus. Quoi. Voilà. Ok. Par contre, niveau de la rédaction, c'est moyen bof. Hein. Donc, si vous faites une région de rejet, vous mettez que vous faites une région de rejet. Quoi. Ok. Je vais l'écrire tout de suite avant que j'oublie. Pour voir. Ok, bah, ça c'est fait. Alors, très bien. Bon. Je vais voir avec lui là. Je vais lui dire que moi je fais que avec la probabilité critique et que comme ça il me dira si c'est bon pour lui ou pas, s'il peut passer à ça. De toute façon, comme on aura fait quasiment tous les exercices de test, voilà. Bon. Et puis il vous tiendra au jus en présentiel. Alors là, il me dit ok, attendez. Hop. Allez, c'est bon, ok. Bah écoutez, je vais en parler avec lui, et comme ça il vous dira qu'est-ce qu'il en est la semaine prochaine. Ok. Voilà. Ok, alors. Exercice 6. On a quand même encore un petit quart d'heure. On y va Alors, c'est parti. Il est où l'exercice 6? Ça y est, on est perdu. Bon. Il est là. On
On utilise une nouvelle variété de pommes de terre dans une exploitation agricole. Bah ouais, il faut essayer, on sait jamais. Le rendement de l'ancienne variété est de 41,5 tonnes de l'hectare. Pas mal. La nouvelle est cultivée sur 100 hectares, avec un rendement moyen de 45 tonnes à l'hectare. Ah bah dis donc, c'est mieux, non? Et un écart type de 11,25. Oula. Faut-il, au vu de ce rendement, favoriser la culture de la nouvelle variété? Franchement, je sais pas trop. Voilà. Exercice suivant. Ouais, et non. On y va, donc il faut faire un test. Qu'est-ce qu'on peut tester là? Ah ça, Alice, c'est le problème de la fac. Hein. Enfin bon, la fac, tu me diras même de ailleurs, quoi. Hein, mais... Alors, je peux rien garantir, moi. Moi, quand j'étais à la fac en L3, ah bah tiens, comme vous, c'était L3? Ah non, c'était en M1. Je suis arrivé à Lyon en M1. Ouais, c'est ça, en M1. Et ben, j'avais une prof, elle m'avait sorti log de 0 quand même. Log de 0, j'avais levé la main, je fais, il se passe quoi là? Log de 0, ça va être compliqué. Là. Elle fait, ah oui, pardon, excusez-moi. Je fais log de 0 quand même, mais je veux bien qu'on fasse un peu n'importe quoi, mais il y a un peu de limite. Quoi. Et elle parlait russe, donc on comprenait rien à ce qu'elle disait. Et voilà, c'était de l'analyse complexe. Autant te dire qu'analyse complexe, je suis allé à la BU, j'ai pris un livre, et puis j'ai bossé comme ça. Après, voilà, bosser sur des livres, il faut pouvoir le faire, il faut être un peu costaud, quoi. Mais après, ouais, parfois, moi, j'ai eu des profs lamentables, hein, et puis j'ai eu des profs géniaux, quoi. Hein. Ça, hein, c'est un peu le problème, quoi. Sachant que, après, j'arrête de parler de ça, mais encore vous, en tant que futur prof de collège, lycée, les examens vont être quand même très orientés sur la pédagogie, hein, c'est quand même le but. On vérifie quand même que vous sachiez faire des maths, hein, évidemment, mais il y a quand même toute une partie pédagogique, en particulier avec les oraux, etc. Ça n'est absolument pas le cas des chercheurs que vous avez à la fac, d'accord? On n'a jamais été recruté pour notre pédagogie. Là, les gens que vous avez en face de vous, c'est en général que des gens qui ont été recrutés parce qu'ils sont très forts en maths. Ouais. Et c'est tout. Après, heureusement, parmi ceux-là, il y en a qui sont très pédagogiques. Voilà. Après, il y en a, ils ne sont pas du tout. Quoi. Je connais des chercheurs, ils t'expliquent un truc, tu comprends rien. Pourtant, le mec, c'est un génie. Hein. Même lui, je ne sais pas s'il se comprend. Quoi. Donc bon. Ça dépend. Et après, s'ils sont particulièrement jeunes, ben parfois, c'est aussi des étudiants. Hein. Moi, quand j'étais étudiant en thèse, j'étais chargé de TD à Grenoble. Déjà, j'étais très jeune. Donc je crois que j'avais un an de différence avec les étudiants, un truc comme ça. Donc, parfois, c'était un peu spécial. Mais du coup, j'étais déjà, voilà, je sais pas ce que ça a donné les cours à cet âge-là. Je peux vous dire que là, maintenant, c'est mieux, parce que je me suis calmé. Hein. Bon. Donc bon, voilà. Désolé, hein, mais c'est la vie, quoi. Après, je sais pas, je connais pas. Hein, parce que je parle pas lui, hein, je connais personne. Enfin, lui, je connais pas. Julien Roch, je le connais bien. C'est un collègue à moi. Donc, je sais que normalement, ça se passe bien. Voilà. Voilà. Ok. Donc, après, si vous êtes libre d'être en présentiel ou en distanciel, voilà. Hein. Vous voyez, quoi. D'accord. Alors, trêve de blabla. Mélanie, mu 0 égale 41,5 et mu1 est supérieur à 41,5. mu1, attends, c'est quoi dire? C'est un peu H0, non? Plutôt. Ouais. Bah ouais, c'est ça. On effectue le test.
on va voir, est-ce que on est pareil qu'avant ou est-ce qu'on y gagne un peu contre H1. Ça va juste dire est-ce qu'on rejette ou pas l'hypothèse que ça n'a pas changé. Après, moi, ce que j'aime pas trop là-dedans, c'est que ça pourrait très bien être moins, enfin, donc voilà. Bon, ça c'est, nous on a testé des moyennes comme ceci, on a appris à faire comme cela, donc voilà, c'est ce qu'on va tester. Donc ensuite, Mélanie dit, alors là, je sais pas si vous voyez, mais l'écart type est très gros, moi je trouve, donc ça risque de bugger un peu. On effectue une proba critique sur H0, les xi suivent une loi inconnue d'écart type 11,25. Alors, il manque le début, alors, on effectue une proba critique sur H0, les xi suivent une loi inconnue. Ouais. Donc la statistique du test, est t égale xn bar moins mu 0, 41,5, sur 11,25 sur racine de n avec n égale, est-ce qu'on on est où là? Ah mince, je vois rien. N égale quoi? N égale 100. C'est le nombre d'hectares. Ok? Les xi sont de lois inconnues, mais de variance. Alors, variance ou écart type, fais voir. Écart type, dommage. Donc 11,25 au carré. Voilà. Ça là. Hop. Alors, ensuite, je reprends un peu ce que dit Mélanie. T est approché par TCL par N01. Voilà, ben, c'est parfait. Donc T est approché via le TCL par N01. Voilà. La statistique observée, c'est T égale. Alors, ben, la moyenne xn bar. Alors, le problème, voilà. Donc, Axel, ça, c'est ce qu'on a envie de faire, tu vois. On a envie de dire, j'aimerais bien poser H0 mieux supérieur à 41,5. Mais tu peux pas, parce qu'en fait, comment c'est construit dans le CM, c'est on construit un test qui est selon H0. On suppose H0. Et c'est pour ça que le fait de supposer que H0 est vrai, ça montre que ça, c'est effectivement une loi centrée réduite, sous l'hypothèse H0. Si toi, tu rajoutes une hypothèse qui n'est plus mu est égal à 41,5, mais mu est supérieur à 41,5, le fait de supposer H0, tu ne sais plus si ça, c'est centré. Parce que tu sais que l'espérance ici, c'est mu. Tu dirais juste ça, ben, du coup, je sais pas, non, c'est pas centré. Hein, tu vois, si c'est strictement plus grand, c'est plus centré. Donc, on l'approcherait par quoi? On pourrait pas faire la suite, quoi. Donc c'est pour ça que dans ces tests-là, on est obligé de faire une supposition sur la moyenne avec une égalité et de mettre là ce qu'on met là. Parce que comme ça, sous H0, ça devient une loi classique. Est-ce que tu saisis le truc qui nous force à avoir un H0 mu égal, quoi. Alors H0, si tu veux, elle sera vraie. Ce qui sera plus vrai, imagine tu mets mu 0,
H0, mu égale 42, par exemple. Ok? Mais que tu prends comme statistique de test, quand même celle-là, avec quand même 41,5. Le blabla que je dis là, T est approché via le TCL par N01. Bah c'est faux. Ça, c'est vrai uniquement parce qu'on a supposé que la moyenne des XN était 41,5. Sinon, je vois pas pourquoi ce serait le N01 sinon. N01, je vous signale que on prend la moyenne des variables aléatoires, on retranche leur espérance et on divise par leur variance, blablabla. Mais si on retranche ici quelque chose qui n'est pas leur espérance, c'est pas N01. Donc si tu avais une hypothèse supérieure ou égale, on ne saurait pas si leur espérance c'est 41,5 ou pas. Et donc on ne serait pas N01. Tu vois ça ou pas? Ok. Donc si tu veux, c'est pour ça que c'est un peu bidon, entre guillemets, c'est qu'on est toujours obligé de faire une supposition. La moyenne, elle est égale à un truc. Ou alors, et alors c'est dans le ou alors le H1 qui devient énorme. C'est soit elle est égale, ou alors elle est carrément strictement supérieure. Tu vois? Ça te donne un peu une idée, quoi. Est-ce qu'on rejette ou pas? Alors, techniquement parlant, ça te dit quand même, au final, on ne teste pas l'égalité pure. On est en train de tester est-ce qu'on est autour de 41,5 par le bas ou contre le plus grand. Mais mathématiquement parlant, on est obligé de formuler les choses comme ça, parce que c'est ce qui est juste. Donc, la statistique observée T, c'est donc, il faut reprendre la moyenne des patates, c'était 45, moins 41,5, sur 11,25 divisé par 10, qui est à peu près égal à... Quelqu'un l'a fait du coup, bah, peut-être tout à l'heure. Bravo. 3,11. Suspense, 3,11 c'est gros, hein. Et on se rappelle que c'était gros non dans les tables là, de N01. Donc, la probabilité critique. Et la proba que T soit supérieur à 3,11. Et ça, est-ce qu'on sait ce que c'est? Pas encore. Pas encore. Ça, c'est quoi? C'est moche ou pas? Tiens, bah, j'ai voir ça là, on regarde. C'est donc 1 moins la proba d'être plus petit. Vous pouvez garder strict ou pas, tout le monde s'en fout, c'est une loi à densité facilement absolument continue. Et 3,11, c'est là, bah, c'est quand même pas terrible, hein. 3,11, on est là, c'est 0,99906. 1 moins 0,99906, plus connu sous le nom de 0, il faut quoi? Un 4, un 9, et après c'est parti. Hein. Donc, la probabilité critique est inférieure strictement à 0, tiens, je peux même prendre ça là. Ok. Il faut remettre l'écran. Et on rejette H0. Alors, oui, si t'as raison, pardon, excuse-moi, c'est le 1, il est là. Au risque d'erreur de 0,1%. La
Parce que 100 hectares, c'est énorme pour ça. Et heureusement qu'ils l'ont mis sur 100 hectares. Hein. Parce que comme on avait un écart type de 11 qui est quand même costaud, on aurait pu se poser une question, quoi. Mais sur 100 hectares, ça a suffi pour compenser l'écart type. Vous voyez, dans le ratio qu'il y a ici, l'écart type est divisé par le nombre d'échantillons. Donc si le nombre d'échantillons approche l'écart type, ben, ça fait 1, quoi. Si c'est... Bon, enfin, vous comprenez comment ça marche, quoi. Moins l'échantillon est grand, le nombre d'échantillons est grand, plus le T ici va être énorme. Et dans ce cas-là, on va arriver sur du 1, quoi. Bref. Donc là, ben voilà, on rejette H0. Donc, avec un risque d'erreur extrêmement petit, a priori, on est bon, quoi. Alors, regardez ce qui se passe dans ce test-là. Et c'est un peu ce que fait du coup Oscar, l'autre intervenant de TD. Avec une zone de rejet, c'est aussi que ça vous donne toutes les moyennes sur lesquelles vous rejetez. Moi, c'est un peu différent. Là, vous voyez que moi, ça me permet de choisir le risque a priori. En fait, moi, le test est fixé. Et après, grâce à ça, je peux changer mon risque pour répondre. Vous voyez la différence? Ce que fait Oscar, c'est le risque est fixé. Et lui, il a la zone de toutes les moyennes qu'il peut ensuite rejeter ou pas. Donc au final, Oscar, il peut te dire, au risque de 5%, je te donne les moyennes qui donnent un H0 que l'on rejette ou pas. Moi, ça, je peux pas. C'est pas ITI. Ah non, ouais, là, c'est ça parce que c'est un test unilatéral à droite. Ça va ça, Axel, ou pas, ce qu'il dit R1? Ok, c'est bon. Ensuite, Mélanie, regarde, on rejette H0. H0, c'est le fait que on a la même moyenne qu'avant. Contre le fait qu'on fasse plus, tu vois. Et là, on voit qu'on fait plus à 0,1%. Donc, au risque d'erreur, là, on rejette H0 contre l'hypothèse on fait plus. Donc là, on favorise la nouvelle culture. Alors, le test, c'est est-ce que la moyenne de la nouvelle culture est comme avant ou contre l'hypothèse plus grande. Ok. Donc là, c'est la moyenne de la nouvelle culture est plus grande que 41,5, ce qu'on avait avec les anciennes patates. Là, on fait le test, on calcule la probabilité critique qui est plus petite qu'un risque qui est 0,1%. Comme la probabilité critique est plus petite, on rejette l'hypothèse H0. On rejette que mu est ça, contre le fait que c'est plus grand. Donc ça veut dire que c'est H1 qui gagne. H0 perd, H1 gagne. Comme H1 gagne, H1 c'est quand même de dire on produit plus de patates qu'avant. Voilà. Donc le test c'est on produit pareil qu'avant contre ça. Voilà. On aurait répondu un peu mieux à la question en ayant fait ce qu'a fait Oscar par exemple. De faire une zone de rejet, parce qu'on aurait pu dire, même si vous voulez, toutes les moyennes qu'on pouvait rejeter en fait. Vous comprenez? Alors que quand on fait la probabilité critique, on donne tous les risques à laquelle on peut répondre à la question avec précision. Quand vous voyez que vous arrivez sur un risque ici à 0,1%, ça veut aussi dire que, si vous voulez, ici, si je change 41,5 par 43, tiens, regardez, on a le fait. Ah, c'est pas l'heure. Mince.
va s'arrêter là. Je mets ça pour qu'on y pense la semaine prochaine, à essayer de faire ça. Et Oscar, de toute façon, vous tiendra au courant. Mais en gros, si vous voulez déjà prendre un peu d'avance, lui, il fait les zones de rejet. Moi, je fais les probabilités critiques. Je regarde les pourcentages optimaux du risque d'erreur. Lui, il regarde toutes les moyennes que l'on peut rejeter dans le test H0. Ok, c'est deux façons différentes de faire un test qui arrivent à la même conclusion pour le même test. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on se laisse là et je vous souhaite une bonne fin de semaine.